Vous savez qu'il y a eu cette réunion de Johannesburg qui est d'une très très grande importance également, puisque les BRICS, il y avait une quarantaine de pays qui voulaient y entrer. C'est donc cet agglomérat de pays, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui a été confronté à une demande énorme d'une quarantaine de pays qui veulent y entrer. Le Brésil et l'Inde ne voulaient pas qu'il y ait de nouveaux entrants parce qu'ils ne voulaient pas être dilués. Ils ont le sentiment d'être un petit peu petits. L'Afrique du Sud est davantage encore, mais elle n'avait pas ces réticences. La Russie aurait bien fait entrer la Biélorussie, Cuba, le Venezuela. Et puis la Chine. La Chine, en fait, c'est la grande puissance à l'intérieur des BRICS. Et la Chine est parvenue à son objectif. Donc il y a eu une ouverture, mais pas complète. Il y a 6 pays qui sont entrés dans les BRICS. Et la Chine, que je connais bien, les dirigeants chinois ont fait ça à la chinoise, c'est-à-dire de façon quand même très, très subtile. Ils ont écarté les 3 pays du Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie. L'Algérie, les Algériens ne sont pas contents. Et donc ils ont sorti des critères économiques un petit peu fumeux, parce que si l'Algérie n'y répond pas, l'Éthiopie, qui en revanche a été admise, elle n'y répond pas non plus. Je pense que la Chine n'a pas souhaité faire entrer les pays du Maghreb, d'abord parce qu'il y a un conflit énorme entre l'Algérie et le Maroc au sujet du Sahara occidental, mais aussi peut-être pour ne pas pousser trop le bouchon loin dans ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire l'effondrement d'un acteur du jeu international, une grande puissance, qui était naguère une grande puissance, qui est en train de s'effondrer. Tout le monde regarde ça avec effarement dans le monde entier. Et cette grande puissance qui s'effondre, c'est la nôtre, c'est la France, qui est vraiment l'homme malade du monde. Donc je pense que les Chinois que je connais ont dû se dire on va pas en rajouter un coup dans le cercueil. Je pense que c'est également pour ça d'ailleurs que les pays de la CEDEAO qui avaient voulu entrer, le Sénégal et le Nigeria, ont été retoqués aussi. D'autant plus qu'il y a quand même des bruits de coups d'État dans ces différents pays, surtout au Sénégal. Et puis le Nigeria, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est quand même le président du Nigeria est un agent américain. Le président Tinubu. Je vous renvoie à une conférence que j'ai faite récemment. La Chine également a fait en sorte que les pays les plus hostiles aux États-Unis soient écartés pour l'instant. Ni le Venezuela, ni Cuba, ni la Biélorussie, que soutenait la Russie, n'ont pu entrer. En revanche, la Chine a fait entrer, enfin les pays sont tombés d'accord, pour faire entrer l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce qui est extraordinaire. D'abord en termes de ressources pétrolières, mais en plus parce que c'est le phare de l'islam dans les 2 cas. L'Arabie Saoudite, c'est la grande puissance sunnite, et l'Iran, c'est la grande puissance chiite. Et vous savez peut-être que la Chine a réussi ce tour de force de faire se réconcilier ces 2 ennemis irréductibles qui jadis étaient tous les 2 sous la main des États-Unis. Et désormais, l'Iran, depuis la révolution de 79, est devenu un ennemi farouche des Américains. Mais l'Arabie Saoudite, sous la houlette de Mohammed Ben Salman, est en train de prendre ses distances de plus en plus. Les Chinois ont fait en sorte, tout le monde est tombé d'accord, pour que les Émirats arabes unis entrent dans les BRICS. Alors, pour entrer dans les détails, si vous ajoutez à la production de pétrole qu'il y avait déjà auparavant en Russie et en Chine essentiellement, si vous ajoutez les réserves prouvées de pétrole en Arabie Saoudite, en Iran et aux Émirats arabes unis, plus les 3 autres États qui sont entrés, mais qui pèsent peu, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Argentine, qui sont les 3 autres, actuellement les BRICS contrôlent 750 milliards de barils. Un baril, c'est un truc énorme. 750 milliards de barils, je ne sais pas si vous voyez, de réserves prouvées de pétrole dans le monde. Et encore, ils se sont payés le luxe de refuser le Venezuela, qui à soi seul est le premier pays, mais qui veut entrer aussi. Si le Venezuela entre, il y aura, je ne sais plus combien, ça sera 1500 milliards. Il faut voir qu'à côté de ça, dans le G7, les États-Unis ont 40 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole. Le Canada en a 140 milliards. Et les autres pays n'ont rien. La France, enfin pratiquement rien. Ça veut donc dire que d'ores et déjà, les BRICS ont 3,3 fois plus de réserves prouvées de pétrole que le G7. Et si le Venezuela entre, ça sera 5 fois ou 6 fois. Il est en train de se produire quelque chose que je dis depuis des années.
qui est que, comme disent les Chinois, avoir toujours la même stratégie, ce n'est pas avoir de stratégie. La France, depuis 1950, depuis la déclaration Schuman, a pour stratégie, ça fait quand même 73 ans, hein, la construction européenne. Et j'ai fait ça, je dis depuis 16 ans que si vous y réfléchissez bien, ce truc est en train de devenir le syndicat des pays riches en déclin démographique, n'ayant aucune ressource de pétrole, à part le Canada et les États-Unis, et en attrition. Or, pour avoir une économie contemporaine, il faut avoir évidemment des ressources en hydrocarbures. C'est pas pour rien que les États-Unis ont coupé le gazoduc Nord Stream, parce qu'ils savaient que pour le gazoduc Nord Stream, c'était évidemment la bouée de sauvetage que la Russie donnait à l'Europe occidentale. Alors si vous y réfléchissez, nous faisons alliance, la France a décidé de lier son avenir à ce groupe de pays qui représente de moins en moins dans le monde en population, qui en PIB est de plus en plus dépassé. En 1950, le PIB du G7, de l'actuel G7, c'était 50% du PIB mondial. Je parle de PIB en parité de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, c'est tombé à 29%. Et au même moment, les BRICS à 11 sont passés de 16% à 39%. 10 points de plus maintenant que le G7. Donc on assiste à vraiment un basculement du monde, du pouvoir mondial, qui s'accompagne par ailleurs, on a le sentiment que le monde occidental est en train de clore une épopée historique qui a commencé avec Henri le Navigateur au début du XVe siècle. Henri le Navigateur, c'était le roi de Portugal, qui depuis le Cap Saint-Vincent rêvait d'envoyer ses navigateurs en 1420 au-delà des mers. Et à l'époque, on savait que la Terre était ronde, hein, depuis les Grecs, mais on n'osait pas trop aller, vers l'ouest. Il a fallu que ce soit Christophe Colomb en 1492 et financé par les rois catholiques d'Espagne, qui ait le courage de se lancer à travers l'océan Atlantique. Mais au début du XVe siècle, on n'osait pas non plus aller vers le sud, parce que plus on allait vers le sud, plus il faisait chaud, et on estimait que à la ligne équinoxiale, comme on disait à l'équateur, la mer bouillait, les gens brûlaient carbonisés. Donc c'est le roi de Portugal qui a envoyé quand même ses navigateurs en disant « allez-y quand même ». Et donc ils sont allés, c'est le début des grandes découvertes, hein. C'est eux qui ont découvert le golfe de Guinée, qui ont fait les premières implantations, hein, la Guinée-Bissau, la Guinée portugaise, les îles de Cabo Verde, c'est les îles du Cap-Vert qui parlent le portugais, l'Angola. Puis ils ont découvert le Cap de Bonne-Espérance, et puis ensuite ont découvert la route des Indes. Donc c'est à partir du début du XVe siècle, vers 1420, donc il y a 600 ans, que le monde occidental va devenir à la tête du monde entier. Et là, je pense que c'est cet épisode historique de 6 siècles qui est en train de se refermer. Et que le monde occidental n'a pas bien compris, en fait, n'a pas pris toute la mesure de l'événement énorme qui est en train de se produire et qui est dû à de nombreux phénomènes, dont l'un des phénomènes maîtres est quand même la baisse démographique, le poids démographique de l'Occident est en chute libre par rapport au reste du monde. Un autre élément, c'est la perte des valeurs, les valeurs essentielles qu'avait fait l'Occident, qui se sont effondrées. L'adoption de nouvelles valeurs, sur lesquelles je ne souhaite pas publiquement porter de jugement, mais les valeurs LGBT, les valeurs woke culture, etc., suscitent une levée de boucliers dans le monde entier. Ça compte pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. En ce moment, en Afrique, au Moyen-Orient, les gens ne veulent plus entendre parler de ça. Voilà. Je rappelle quand même que Macron a créé un poste d'ambassadeur aux droits LGBT. Quand il a envoyé ça à Paul Biya, le président du Cameroun, qui a 92 ans, qui pourrait être le grand-père de Macron, notre ambassadeur aux droits LGBT a été persona non grata, il a été foutu à la porte. Lorsque Obama avait voulu aller au Zimbabwe rencontrer le président Mugabe, qui, il est vrai, était une figure assez haute en couleur, Mugabe avait refusé que le président des États-Unis vienne
parce qu'il avait dit, moi, je ne veux pas qu'il vienne me parler du mariage entre hommes, ou alors je ne veux à une seule condition, c'est que je me marie avec lui. Authentique, hein, je vous assure. Hein. Ça avait fait... bon. Alors bon, tout ça est gênant, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Occident s'est répandu dans le monde à partir donc du XVe siècle, mais avec une vocation au XVIIIe siècle de se tailler des colonies, notamment pour des raisons économiques, mais avec une vocation à partir du fin XVIIIe et début XIXe siècle, et tout au long du XIXe siècle, d'imposer nos propres valeurs. Qui étaient les valeurs chrétiennes, en fait. C'est-à-dire que lorsque les premiers navigateurs sont arrivés dans le Pacifique Sud, par exemple, avec Wallis qui découvre Tahiti, suivi ensuite de Bougainville, dont ça va créer le mythe de Tahiti en France, suivi ensuite du capitaine Cook, les premiers navigateurs occidentaux, ils voient des peuples... Alors on est en pleine période de Jean-Jacques Rousseau, hein, le rousseauisme, et donc ils voient des peuples qui sont à l'état de nature, comme on dit. Et ils sont à poil, en fait. Voilà. Et en plus de ça, les jeunes Tahitiennes sont envoyées à bord dans les navires pour s'offrir aux marins. C'était pas forcément qu'elles avaient des mœurs extraordinairement licencieuses, comme ça a été perçu à l'époque, mais c'est surtout parce qu'ils étaient terrorisés, les Maoris, de l'arrivée de ces gens qui étaient dans des châteaux qui tiraient le feu. Enfin, c'est très impressionnant. Et donc, pour amadouer les marins, ils prostituaient les jeunes Tahitiennes. Ça a été le début du mythe de Tahiti en France. Il s'en est suivi quelques décennies après, dans les années 1820, l'arrivée des missionnaires de Londres, de la London Missionary Society, qui sont venus dire aux Polynésiennes, mais aussi dans les pays mélanésiens, toutes ces femmes qui vivaient nues, on leur a imposé ce qu'on appelle les robes mission, que vous connaissez peut-être. Ça a été un peu le même phénomène d'ailleurs en Afrique, hein. C'est-à-dire des robes avec un serrat du cou et ça cache tout jusqu'aux chevilles. Et donc en fait, ils ont, si on peut dire, les Occidentaux, ils ont bâché en fait C'était une espèce d'abaya avant la lettre, hein. Mais c'est vrai, sauf la tête, mais c'était ça en fait, de tout cacher. Et c'est la période victorienne, hein. On est en pleine période victorienne. La France était la fille aînée de l'Église. Je rappelle quand même que la France et l'Angleterre ont commis les interventions en Chine en 1860 pour aller apporter la vraie religion, c'est-à-dire la religion chrétienne, etc. Et donc on a mis dans la tête des populations dans le monde entier les grandes valeurs du décalogue, et puis également pas seulement du décalogue judéo-chrétien, mais aussi ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, que vous trouverez en lisant le Deutéronome et le Lévitique, si vous avez quelques soucis, où vous verrez que la femme adultère est lapidée, les relations entre personnes du même sexe, c'est pareil, sont lapidées. Vous lirez Sodome et Gomorrhe, vous lirez... Enfin, c'est ça qu'on est allé enseigner il y a 150 ans. Hein. Et maintenant, ces peuples voient les mêmes se pointer en leur disant « Non, pas du tout, il faut se foutre à poil. Et là, c'est comme ça que c'est perçu. Hein, je dis ça de façon... parce que personne n'en parle jamais sur ces chocs de culture énormes qu'il peut y avoir. Énormes. Énorme. Donc, alors nous, nous, on est en Occident, il y a des choses, effectivement, il faut tenir compte des évolutions sociétales. Hein. Je ne suis pas là pour... il y a des choses qui ont été... Il y avait des persécutions qui étaient faites qui, maintenant, n'ont plus lieu d'être, c'est plutôt bien. Mais peut-être est-on allé un peu loin dans cette direction, et en tout cas, il faut voir les conséquences internationales que ceci représente. Hein, si tant de pays d'Afrique se jettent dans les bras de la Russie, c'est aussi pour ce genre de raison. Parce que Poutine, l'histoire est assez incroyable. Qui eût cru? Je m'adresse ici à toutes les personnes qui, comme moi, ont les cheveux blancs. Parfois, il y en a qui ont plus de cheveux que moi, mais ils sont blancs quand même. Qui eût cru, il y a encore, je ne sais pas, il y a 40 ans, que la Russie deviendrait une espèce de foyer de résistance du christianisme mondial? C'est quand même dingue. Ah, comme quoi l'histoire du monde est toute faite pleine de ruses, en définitive. Moi, je suis allé avec ma femme en Chine en 1988. C'était le pays vraiment... C'était une misère noire. Même à Pékin, c'était pas brillant, mais
dès qu'on sortait de Pékin, quand on allait en Mongolie intérieure, par exemple, du côté de Datong, c'était incroyable, vraiment. Une misère dans tous les domaines, misère physique, misère intellectuelle, des gens hébétés, des gens qui c'était affreux. Ah non, c'est quand même la première puissance mondiale, hein, en parité de pouvoir d'achat. Et là, je ne vous parle pas du Pléistocène, je vous parle de 1988. C'est-à-dire il y a 35 ans. Alors ça, c'est important aussi à comprendre, c'est que la vie des peuples et des nations, elle bouge, que les choses bougent. Et comme le propos d'aujourd'hui, c'est de dire comment sauver la France, ben je dirais comment sauver la France, le problème numéro un, il est dans les têtes. Il est dans le peuple français lui-même. On ne peut pas sauver quelqu'un contre sa volonté, hein. Donc le problème numéro un, il est dans les têtes. Le problème numéro un, c'est que nous avons des Français qui, pour des raisons qui peuvent se comprendre, certaines, pas toutes, ont d'une certaine façon un peu baissé les bras. Voilà, il y a un journaliste qui dit l'allégorie de cette France-là, il s'appelle apathie. Parce que la France est devenue un pays apathique. Voilà. Les Français, j'en vois énormément de gens que je rencontre, ou même que je ne rencontre pas, je lis les réseaux sociaux, je vois des choses. Il y a énormément de gens qui ne croient plus du tout dans ce qu'ils entendent dans les médias, qui ne croient plus les salades de Macron, les salades de Ciotti, les salades de tout le monde. Enfin, ils n'y croient plus. D'ailleurs, ça se retrouve aux européennes. Et la dernière fois, il y avait eu plus de 50% d'abstention. Mais à ces gens-là, ce que je voudrais leur dire, c'est que ce n'est pas une solution de s'abstenir. Ce n'est pas une solution de baisser les bras. Si les gens ne croient plus dans les médias, mais qu'ils n'écoutent plus les médias, mais qu'ils écoutent autre chose.